question. Et le sujet aujourd'hui, il est clair, c'est la vape, bien sûr, et la popularité de la vape. On en est où aujourd'hui de la popularité de la vape? Est-ce que c'est plus populaire, moins populaire? Est-ce qu'il faut que ce soit populaire aussi? Et qu'est-ce qu'on met en place pour que ce soit populaire? C'est voilà, toutes les questions qu'on va aborder ensemble. Et pour répondre à ces questions, donc on a aujourd'hui, autour de cette table, Mickaël Amoudy, qui sera le patron de la conversation, le maître capello de cette conversation aujourd'hui, Mickaël Amoudy. Ça va comme ça? Alors, vous le connaissez, directeur commercial de CDS Lab. Et je précise qu'aujourd'hui, donc voilà, vous représentez aucune association autour de cette table, pas de partie prenante. Et c'est vous qui mènerez les débats. Il y a également avec nous aujourd'hui Claude Bamberger. Bienvenue Claude. Vous êtes président d'EDUS, l'association indépendante des utilisateurs de cigarettes électroniques. Bienvenue, merci d'être là. Et je précise que vous revenez de la COP8, voilà, où il y a eu des sujets, des conversations évidemment autour de la cigarette électronique. La COP8, c'est l'organisation de l'OMS, si je ne me trompe pas, qui traite de l'arrêt du tabac. C'est bien ça, à peu près? Voilà, on en reparlera dans un instant, mais en tout cas, donc, il y a des choses à dire sur, évidemment, la cigarette électronique. Avec nous également, Stéphane Papatheodorou. Bienvenue. La Vape du Cœur est avec nous, une association d'aide à l'accès ou au maintien à la cigarette électronique. Également avec nous, Benoît Éclache. Bienvenue Benoît. Donc Benoît, vous représentez FIVAP, la Fédération interprofessionnelle de la vape, qui représente les professionnels de la cigarette électronique en France. Et ça continue, on a encore du beau monde. Avec nous, Étienne Personne, président d'un nouveau syndicat interprofessionnel pour les indépendants de la vape, et c'est le SI2V. C'est bien ça? Et là, j'ai été pas du tout galant, en fait. J'ai été le pire des animateurs possible parce que je termine par la seule femme de ce plateau, et donc je m'en excuse. C'est Nathalie Dunant qui est avec vous, présidente de Sovap. Ça va? Très bien. Donc la Sovap, en deux mots, c'est une assoce pour défendre la vape comme outil de réduction des risques face au fléau du tabagisme. Voilà, donc ça, c'est nos experts. Aujourd'hui, ils sont à vous. Mais d'abord, première question. Popularité de la vape aujourd'hui en France. Est-ce qu'elle est populaire? C'est la question. Et si oui, quels indicateurs vous regardez pour nous dire que la vape est populaire? Mickaël. Alors, comme on a pu le voir, on a aujourd'hui une réglementation qui est plutôt souple en France, même si elle est toujours discutable. Et moi, la vraie question de fond que j'avais là-dessus, c'est aujourd'hui, quand je vois ce qui se passe en Angleterre, pour ne pas les citer, quelle est aujourd'hui la popularité de la vape en France? C'est-à-dire, est-ce qu'on a augmenté en termes d'utilisateurs? Est-ce qu'on a beaucoup plus de résultats sur l'arrêt du tabac grâce à la vape? Comment vous mesurez ça et qu'est-ce que vous mettez en place pour pouvoir obtenir ce type de mesures? Peut-être commencer avec toi, Étienne, qui peut nous dire, nous dire un petit peu déjà qui tu es, peut-être te présenter rapidement et ensuite me donner ton avis et puis ensuite passer le micro. Merci. Alors bonjour à tous, moi c'est Étienne Personne, je suis le président du SI2V, donc le syndicat interprofessionnel des indépendants de la vape. On est là pour défendre et représenter les intérêts des indépendants de la vape. La popularité de la vape en France, il suffit de regarder autour de soi. Quand on se promène dans la rue, on voit effectivement de plus en plus d'utilisateurs. Mais force est de constater qu'il y a encore beaucoup de fumeurs qui n'osent pas forcément franchir le pas d'une boutique spécialisée. Et il va falloir mettre tout en place et faire les efforts nécessaires pour que ces fumeurs aient envie de rentrer dans les boutiques, puissent trouver du matériel qui va être adapté à leur consommation, d'avoir des dosages nicotinés qui puissent correspondre aussi à leur consommation. Mais c'est vrai qu'en termes de popularité, on se rend compte qu'il y a quand même un engouement autour du système. Maintenant, il faut faire attention aux freins qu'il peut y avoir à cette popularité. Je pense aux publications d'articles médiatiques qui ont tendance à enfoncer la vape souvent de manière délibérée. Et ça, c'est un vrai problème, puisqu'aujourd'hui, vous allez n'importe où, vous posez la question à quelqu'un qui ne connaît pas le système, il va y avoir une fois sur deux une réponse qui va être plutôt négative, et ça ne devrait pas être le cas.
Malgré le fait, juste avant de te laisser passer la parole, donc malgré le fait qu'on sache aujourd'hui que c'est un produit qui permet d'arrêter de fumer, qui fait son job, etc., on a encore toujours des missiles médiatiques qui viennent salir et ternir l'image Ouais. de la vape, en fait, si je comprends bien. Clairement, et ça c'est une vraie problématique pour l'image que donne la vape auprès du particulier. Et il faut absolument combattre ça, mettre toutes les forces en œuvre pour combattre cette désinformation permanente, parfois massive, qui nous arrive par vagues, hein. On peut être tranquille pendant un petit moment et on peut avoir une étude qui va sortir 2-3 ans après et qui va interroger le consommateur sur la vape et qui ne va pas forcément l'inciter à franchir le pas d'une boutique pour soit arrêter de fumer ou réduire sa consommation. Merci Étienne. Benoît, comment vous mesurez à la FIVAP, vous, cette popularité? Comment vous l'analysez? Qu'est-ce que vous mettez en place pour pouvoir la mesurer, justement? Alors la mesure de la popularité, c'est quelque chose de complexe. Aujourd'hui, on a peu de chiffres. On connaît tous Xerfi, qui fournit des chiffres qui sont des fois un petit peu bizarres. Nous, à la FIVAP, on estime qu'il y a en France entre 3 et 4 millions de vapoteurs et que c'est un marché qui est en croissance. Alors pour répondre à la question, est-ce que la vape est populaire? Indéniablement, oui, elle est populaire. Sur les 10 dernières années, c'est quand même une innovation fantastique qui a été véhiculée par les vapoteurs. C'est quelque chose d'assez extraordinaire. C'est un marché qui s'est créé par les utilisateurs et par des gens qui sont véritablement convaincus et qui, au-delà d'être convaincus par eux-mêmes, deviennent de fantastiques ambassadeurs pour le produit. Parce qu'ils ont réussi à quitter une addiction terrible et très difficile, le tabac, et qui ont envie d'en faire profiter les autres. Donc ça, c'est super. Le problème, c'est, tu parlais de l'Angleterre. L'Angleterre a une approche complètement différente au niveau, 1, du gouvernement, et 2, de l'environnement médiatique. C'est qu'ils ont soutenu cette innovation. Ils ont un petit peu rangé le principe de précaution qui nous est cher en France de côté. Et on est en train de passer en Angleterre un second cap de popularité où ce qu'on appelle souvent les early adopters, les premiers qui se jettent sur l'innovation, ça a été populaire, mais maintenant, on voit bien, il y a encore beaucoup de gens qui nous disent, je pense que tous les vapoteurs l'ont constaté, ouais mais ton truc là, on ne sait pas encore trop sur le long terme, sur 8 générations, si ça ne fait pas pousser les cornes ou quelque chose. Donc ça c'est quand même un petit peu dommage, et surtout qu'on est dans le cadre d'une addiction, et les personnes qui nous disent ça ont souvent la clope au bec, ont envie de la jeter, cette clope, mais comme nous tous qui avons été fumeurs, on se cache un petit peu derrière notre petit doigt, on trouve toutes les excuses possibles. Je vais arrêter, mais pour mes vacances d'été, je vais arrêter dans 15 jours parce que là je suis du stress avec, et je vais arrêter avec la cigarette électronique. Oui, mais il reste un tout petit doute, et puis toutes les fake news qui ont été balancées par on sait qui renforcent ce côté-là. Donc la popularité de la vape, oui, indéniablement elle est populaire, il n'y a qu'à regarder dans la rue, on voit de plus en plus de vapoteurs, et c'est génial. Maintenant, il faut vraiment qu'on arrive à passer sur cette seconde phase de popularité, et c'est tout l'enjeu. Merci Benoît. Stéphane, je sais qu'avec la vape du cœur, vous avez mis des opérations en place avec les pénitenciers, il me semble, et l'université de Caen, si je ne me trompe pas. Est-ce que c'est un indicateur qui vous permet de mesurer les choses à la vape du cœur? Comment vous voyez les choses, vous, de votre côté, pour pouvoir nous apporter des réponses? Complètement. En fait, la chance qu'on a en France, c'est que le corps médical accepte de plus en plus le vaporisateur personnel comme outil de réduction des risques. Et c'est vrai que dernièrement, au mois de juin, plus près, dernièrement au mois de juin, on a signé une convention avec le CHU de Caen qui met en place en fait une opération avec les centres pénitentiaires, ce qui va s'étendre d'ailleurs sur toute la région Normandie. Le milieu pénitentiaire est assez particulier parce qu'on est quand même très cadré au niveau du matériel, très cadré aussi au niveau du personnel. Par contre, on a la chance avec le CHU de Caen d'avoir une équipe très dynamique, avec des médecins très compétents, mais qui ont totalement accepté la vaporisation. Après, ça va s'étendre un peu partout. En Ile-de-France, par exemple, on a une permanence en Ambroise-Paré bimensuelle. On a aussi un atelier mensuel avec le docteur Anne Borgne au XAPA qu'elle gère. Et avec le RESPAD, notamment pour le mois sans tabac, on va être amené à tourner
quotidiennement dans toute l'île de France, plus d'autres opérations qu'on gère avec des médecins ou des CHU qui, eux, sont complètement autonomes. C'est-à-dire qu'on leur fournit la logistique tant en termes de matériel que de liquide, et après, eux gèrent complètement les choses indépendamment. L'avantage, c'est que de plus en plus de médecins croient en cet outil, et c'est ce qui va faire l'acceptation de cet outil, et ça rassure les gens. Et à partir du moment où le corps médical accepte cet outil, ça démonte un petit peu tout. En fait, vous nivelez par le bas, quoi. Voilà, C'est- exactement, pour exactement. pouvoir apporter une crédibilité définitive dans l'opinion générale. Exactement. Et Nathalie, à Sovap, comment vous mesurez les choses? Qu'est-ce que vous mettez en place aussi de votre côté pour pouvoir mesurer cette popularité? Et surtout, qu'est-ce que vous allez développer pour que ce soit encore plus populaire? Donc sur la popularité, c'est très difficile de répondre à la question. On n'a aucun chiffre. On a la FIVAP qui nous annonce des chiffres. Il y a 25% d'incertitude sur les chiffres annoncés. Donc là, on a clairement des pouvoirs publics qui ne font pas leur travail. On a eu des rapports de Santé publique France dans lesquels il y avait très peu de chiffres annoncés. Il y avait 1 million de fumeurs en moins doigts mouillés, quoi. Donc aujourd'hui, c'est très difficile de mesurer objectivement la popularité. Maintenant, il suffit de sortir dans la rue. Moi, je suis frappée. On voit énormément de vapoteurs. Donc ça veut dire que, comme c'est né, la popularité, elle vient de la part des utilisateurs, des gens qui mettent en place des stratégies personnelles pour sortir du tabac. Alors après Sovap, on avait initié sous l'impulsion de Santé publique France l'année dernière un groupe Facebook dans le cadre du mois sans tabac. Alors quand je dis Sovap, c'était pas tout à fait Sovap, mais enfin c'était des liens un peu incestueux. Oui. Donc c'est un moment important, le moment mois sans tabac. Cette fois-ci, Santé publique France ne va... Alors bien que Santé publique France reconnaisse très clairement que c'est le moyen préféré d'arrêt du tabac par les Français, aujourd'hui, ils ne sont pas moteurs là-dessus, à l'inverse de l'Agence de santé publique anglaise. Probablement le contexte politique fait qu'ils ne sont pas moteurs là-dessus. Néanmoins, ils vont nous aider financièrement et ils nous donnent une subvention symbolique, très symbolique, pour poursuivre les groupes d'autosupport d'aide à l'adoption à la VAP sur Facebook. Donc c'est VAP Info Service. Donc ça, nous, on soutient. On va soutenir aussi les aidants avec des formations. Jacques Le Wezek, ici, va nous aider à développer ces modules. Donc ça va un peu donner du poids à ces aidants. Voilà, donc on continue aussi notre travail de diffusion d'informations. On a mis en place un bulletin où on fait intervenir des experts internationaux qu'on interroge sur des sujets. Et à travers aussi ce bulletin, on se rend compte. La dernière fois, on avait fait plutôt sur l'arrêt du tabac, donc on avait fait intervenir des gens qui sont sur le terrain avec des profils différents, des commerçants, des tabacologues, des infirmières tabacologues. Donc des gens de terrain, et manifestement pour eux, c'est un outil extraordinaire avec lequel ils obtiennent des résultats qu'ils n'avaient jamais obtenus avant. Voilà. Merci Nathalie. Claude, notre envoyé spécial à Genève, comment toi, du côté EDUS, donc les utilisateurs, vous mesurez cette popularité? Qu'est-ce que vous mettez en place? Mais surtout, qu'est-ce que tu as pu voir aussi sur tes derniers jours quand tu étais à Genève, justement, auprès de l'OMS? Alors, déjà pour parler de la popularité, l'idée donc c'est que l'EDUS représente les vapoteurs, tous les vapoteurs. On travaille avec beaucoup de synergie avec Sovap sur l'aspect, la majorité, l'écrasante majorité des vapoteurs sont des gens qui réduisent leur tabagisme ou arrêtent de fumer, bien évidemment. C'est la première cible d'évidence des fabricants et des vendeurs de produits. En même temps, c'est un produit. C'est un produit avec des consommateurs. Tout le monde doit avoir le droit d'avoir accès à ce produit qui est quand même relativement récent. Enfin, récent.
une bonne dizaine d'années quand même. On peut de moins en moins dire que c'est récent. C'est un produit technologique, une nouveauté, une révolution, une rupture technologique qui n'était pas arrivée. Il y a eu des tentatives de correction d'un produit mal conçu, mal fait, mais là, c'est une révolution. Il faut que les gens soient informés de façon sincère des qualités du produit, qu'ils y aient accès. Alors malheureusement, on a d'un côté des efforts de plein d'acteurs, à la fois commerciaux, citoyens et de santé, pour le promouvoir, et en particulier le promouvoir pour réduire et arrêter le tabac. Et en même temps, on a des mesures de réduction de la demande explicite dans la loi, ce qui n'est pas normal et ce qui n'est pas fondé. Ce qui n'est pas non plus fondé sur le principe de précaution. Typiquement, le PHE, c'est un sujet intéressant parce que leur approche d'informations et d'indicateurs sur le vapotage, c'est sur la base du principe de précaution. Est-ce que tu peux préciser le PHE, s'il te plaît? L'Angleterre, la santé publique anglaise. Leur approche, elle a été initiée dans une démarche de respect du principe de précaution. C'est-à-dire on peut prouver aujourd'hui que l'effet du vapotage sur le tabagisme réduit la maladie et la mortalité dans la population. Donc, il faut l'intensifier parce qu'on se constate qu'il y a des incompréhensions de la population sur à quel point c'est moins dangereux. Donc, il faut informer. Mais il faut aussi mesurer, et on revient sur mesurer la popularité. Ces clés et les indicateurs actuellement utilisés ne sont pas les bons, puisque l'important, c'est combien de gens arrêtent de fumer, ça veut dire les vapoteurs, mais ça veut aussi, donc les vapoteurs qui ont arrêté de fumer, mais ça veut aussi dire les ex-vapoteurs qui ont arrêté de fumer. Aujourd'hui, les ex-fumeurs qui ont été vapoteurs réguliers, d'après les statistiques européennes, représentent déjà 10% des ex-fumeurs. C'est considérable pour quelque chose qui a 5-10 ans selon les territoires. C'est énorme, en fait. Et on constate par des mesures indépendantes aussi l'erreur de perception de la dangerosité. Une part s'explique par la nouveauté. Tout produit nouveau, les gens sont un peu à avoir des idées, à être à l'écoute d'idées négatives. Mais en même temps, on est quand même très très loin. On est sur des chiffres pas raisonnables. Petite parenthèse donc, sur Genève où on change un peu d'univers. Alors là, c'est même pas la peine de parler de est-ce qu'ils utilisent les bons indicateurs, puisque là, j'ai passé ma semaine face à des gens qui pensent qu'il ne faut mettre que des mesures de réduction ou de prohibition totale du vapotage. C'est aussi une expérience pour nous, Français, qui avons... On se bat parce que les choses ne sont pas normales, mais on a une chance énorme. J'étais à Genève donc, en tant qu'EDUS, qui est membre d'INCO, qui est une association internationale, une fédération de 38 pays, des consommateurs de 38 pays, de consommateurs de produits à réduction des risques du tabac. Certains des gens qui étaient avec nous, s'ils sont arrêtés dans la rue avec ça dans leur boîte à gants, c'est 10 ans de prison. C'est pas bravo, vous avez arrêté de fumer, c'est cool. C'est la prison immédiate dans un pays où la prison est vraiment un peu différente de chez nous. Bien évidemment, on a été en face de gens qui avaient comme programme de demander une prohibition générale et des mesures de réduction du niveau de celle du tabac fumé. On est toujours dans cette même politique générale en fait, qui est simplement la vape vue comme un espèce de produit qui serait donc concurrentiel au tabac. Et j'ai vu d'ailleurs une lettre très intéressante, très ironique, donc qui parlait à la première personne. Comme si c'était un indicateur de bourse. Peut-être que tu peux nous en dire un petit peu plus. Ça permettra à tout le monde de comprendre un peu quel est le contexte final, parce qu'on parle toujours de popularité, et du coup, ça participe à dépopulariser le produit. Alors oui, il faut comprendre que quand on a ces situations d'opposition radicale, qui sont aussi liées à des gens qui ont fini par
des gens qui sincèrement luttent contre la mortalité et la maladie due au tabagisme, hein, et aux différentes formes de tabagisme. Hein. Chez nous, c'est la clope, mais il y a des pays où ça marche pas comme ça. C'est des gens qui se battent depuis longtemps, qui ont fini par confondre une stratégie qui était sûrement intéressante il y a une vingtaine ou une trentaine d'années avec le but. Et donc, en fait, ils disent tout ce qui s'oppose à notre stratégie d'il y a 30 ans, il faut l'éloigner, on va faire comme ça. C'est-à-dire que si on écoute leur stratégie, ils vont brûler les champs de tabac, comme ça on ne pourra plus fabriquer de cigarettes. C'est assez étrange, mais au lieu de dire il faut continuer à expliquer aux gens que c'est dangereux, il faut leur donner des alternatives, il faut ouvrir toutes les portes de sortie, ils veulent construire une porte unique. Ce qui veut dire qu'on se retrouve dans des situations comme Genève, avec autour tout un tas de gens qui luttent différemment sur différents territoires avec différents objectifs pour autre chose. Donc, entre autres, on a effectivement cette lettre qui est amusante parce que c'est des gens qui disaient merci beaucoup, grâce à vous, nos placements financiers dans l'industrie du tabac nous ont rapporté énormément d'argent, puisqu'on le constate, à chaque attaque contre les alternatives, l'industrie voit ses actions monter. Il y a eu le cas avec le procès contre le snus récemment, aux États-Unis, en fait, la FDA est plutôt négative sur le fait d'affirmer la réalité, c'est-à-dire que c'est considérablement moins dangereux. Il y a eu le cas avec Juul et la descente de police chez Juul, c'est hallucinant. Ça a fait 5% de montée des cours du tabac, des fabricants de cigarettes. Juste direct derrière. Donc effectivement, on se retrouve avec des jeux de pouvoir qui sont complètement différents, avec aussi bêtement, il y a des acteurs, alors que ce soit les fabricants de cigarettes eux-mêmes, mais aussi les producteurs de tabac, les pays producteurs de tabac, où par exemple des gens comme l'Inde, ils veulent lutter contre certaines choses chez eux, ils sont en train d'interdire la vape et de mettre les gens en prison. Mais en même temps, il y en a qui sincèrement luttent contre les dégâts du tabac en Inde. La seule chose, c'est qu'ils vendent aussi le tabac qui sert à fabriquer nos cigarettes. Et l'État indien possède quand même des intérêts là-dedans. En Thaïlande, le tabac est vendu par l'État. En Chine, quelque chose qui représente près de la moitié des ventes de tabac de la planète, c'est l'État. Donc c'est des situations beaucoup plus complexes. Merci. On va juste se concentrer sur la France. Donc là, quand je vous écoute, vous dites que finalement, il y a peu d'indicateurs, ou alors pas les bons. Vous n'avez pas parlé du taux d'ouverture ou de fermeture des magasins. Est-ce que ça, c'est pas un indicateur de la popularité de la vape ? Il continue à y avoir des ouvertures. Après, le marché est plutôt stabilisé, à mon sens. Il y a des fermetures et il y a des ouvertures. Il y a une épuration aussi du secteur d'activité. Ouais. Après, je pense que ce qui manque beaucoup, c'est... Épuration, vous dites ? Oui, c'est-à-dire qu'en fonction de comment on exerce son métier, on va attirer plus ou moins de clientèle. Il y a des personnes qui n'étaient absolument pas formées dans le domaine de la vape, qui ont ouvert des boutiques, peut-être par challenge ou par opportunisme, et qui se sont retrouvées à fermer 1 an plus tard ou 2 ans plus tard, faute peut-être de formation, d'information. C'est pas un métier comme un autre. Et c'est vrai que nous, ce qu'on veut amener avec le syndicat, c'est une reconnaissance de métier. On veut être respecté dans notre secteur d'activité. Aujourd'hui, on est considéré comme des vendeurs de casquettes, des vendeurs de tapis, on n'a pas de code NAF. C'est assez compliqué aussi derrière d'arriver à un chiffrage précis du secteur d'activité à partir du moment où on n'est pas reconnu officiellement. Donc on n'a pas de chiffres sur le nombre de magasins aujourd'hui en France ? On a des référencements. Si on prend les pages jaunes, on a article pour vapoteur, on voit qu'il y a 3700 boutiques, 2700 boutiques physiques. On est aux alentours des 3000 si on compte les boutiques web. Mais ça reste une estimation. Combien vont se référencer, combien ne vont pas se référencer ? Ça reste assez compliqué d'obtenir un chiffrage précis à ce niveau-là. Si je t'écoute et si je comprends bien, quand on parle de popularité, aujourd'hui, si je suis utilisateur, que je rentre dans un magasin, il n'y a rien qui puisse me permettre de savoir que le professionnel qui est en face de moi est compétent pour me conseiller, si je comprends bien. Il n'existe rien. À l'heure actuelle, non. En fait, à l'heure actuelle, c'est plutôt du bouche à oreille. C'est-à-dire que, étant donné qu'on ne peut plus faire de publicité, c'est les clients qui ramènent d'autres clients dans les boutiques.
Donc j'imagine qu'aujourd'hui, pour participer à cette popularité, en plus de la formation de Jacques Lewezek sur la nicotine qui existe, donc le SI2V et la FIVAP travaillent certainement justement à peut-être corriger ce tir-là et à faire en sorte de donner des cartes aux professionnels pour populariser l'expansion de la vape, j'imagine. Exactement. D'ailleurs, je vous annonce qu'on signe une convention de partenariat avec Amzerglass, Monsieur Jacques Lewezek qui est ici, justement pour amener cette certification et cette reconnaissance de métier pour que le consommateur puisse rentrer dans une boutique et savoir où il met les pieds. Ouais. Voilà, là je rentre dans une boutique, j'ai quelqu'un qui est formé, qui sait de quoi il parle, il y a un accompagnement, il y a un suivi. On n'est pas dans de la vente pure. De toute manière, une boutique de vape ne peut pas survivre en faisant uniquement de la vente pure. Ok, donc on a quand même cet indicateur de magasin. Est-ce que vous regardez aussi les mots-clés Google, le nombre de recherches où on a tapé e-cigarette, cigarette électronique, etc. Ça, c'est pas un indicateur aussi, ça? Il y a un indicateur. Après, on ne peut pas forcément se fier réellement à ce chiffrage-là. Encore une fois, le référencement ne fait pas tout. Ouais. On a besoin d'avoir des statistiques qui soient beaucoup plus précises. C'est ce que disait Benoît tout à l'heure. Il nous manque vraiment des informations précises sur ce secteur d'activité. Justement, Benoît, tu peux peut-être nous apporter des précisions aussi sur l'aspect formation aussi, sur... Oui, sur la formation. Alors mais sur la popularité, à la FIVAP, on est en train de deviser avec des organismes type IFOP pour avoir un baromètre précis qu'on mettra à la disposition de l'ensemble de la profession, quelque chose qui soit irréfutable et fait par des professionnels. C'est nécessaire pour structurer. Mais la vraie question pour moi, c'est pourquoi faut-il rendre la vape populaire ? Les gens qui sont ici sont tous des passionnés, sont tous dans un milieu associatif, donc de manière bénévole, et s'engagent pour cette popularité. Alors, il y en a qui font des affaires, et on est sur le Vape Expo, vous le voyez bien, mais on est là, je pense, avec un but qui est assez nouveau dans l'industrie, c'est qu'on souhaite vraiment s'inscrire dans le sevrage tabagique, et pourquoi pas dans le sevrage nicotinique. C'est-à-dire que je connais beaucoup d'industriels de la vape qui sont prêts et qui disent à leurs clients vous allez arrêter le tabac, et puis après, pourquoi pas, vous allez arrêter la vape. Ce qui peut paraître un petit peu suicidaire pour certains industriels, mais qui démontre quand même un état d'esprit. Donc pour revenir aussi sur la question, comment rendre cette vape populaire, il faut faire feu de tout bois. Et je pense qu'on a énormément de chance quand on voit tout ce milieu associatif en France, des actions qui sont menées j'irai du bas vers le haut. C'est pas toujours en allant voir le ministère de la Santé qu'on va obtenir des choses. On l'a fait pour la réglementation avec la FIVAP. On a obtenu une TPD en France, tu le disais, qui est quand même top par rapport à un certain nombre de pays européens. Mais c'est aussi en allant convaincre le personnel médical qui est prescripteur. Et puis en France, le toubib, c'est Dieu. Quand le toubib dit quelque chose, pour encore beaucoup de gens, ils croient tout ça les yeux fermés. Donc c'est bien. On travaille alors à la FIVAP sur déjà ce qu'on appelle la VPD, la prochaine évolution de la TPD. On ne veut plus que ce soit la TPD, nous. On ne veut plus entendre parler de tobacco. On veut entendre parler de vape. Donc il va falloir s'y habituer à ce mot VPD, on va le marteler. On essaye d'avoir une dimension européenne. On a créé une association avec les homologues de la FIVAP partout en Europe pour défendre nos intérêts à Bruxelles. Donc ça, c'est encore en action. On parlait de formation, le SI2V fait des choses très intéressantes. Et là, je vois Yann Villepot, qui à la FIVAP est en train en ce moment de déployer un programme de formation extrêmement ambitieux, avec la reconnaissance du branche professionnelle, avec une formation continue, avec des modules de formation spécifiques. C'est vrai qu'il faut travailler sur la formation des boutiques et qu'il faut qu'on se remette en question. Il faut que notre industrie soit crédible. Ce n'est pas que travailler au niveau de la réglementation. Et il faut travailler sur l'opinion publique. Et là, il faut qu'on se professionnalise par rapport à d'autres lobbies qui, eux, savent très bien faire, avec des pratiques des fois un peu différentes, si je puis dire. Douteuses, tu dis. Nous, on doit aussi informer l'opinion publique, on doit être retranscrit dans les médias pour faire que cette fantastique innovation soit dédiabolisée. J'en profite pour rajouter qu'on aura une conférence demain justement sur la formation et justement on aura de présent Yann Wilpot de la FIVAP et aussi Étienne du SI2V, notamment aussi Jacques Lewezek. Donc il y a pas mal de monde qui vont nous rejoindre. Donc si vous voulez avoir plus de réponses sur ce qui est engagé là-dessus, venez demain après-midi, ça pourra vous intéresser. Et dans quelques mois, on vous fournira un baromètre précis. C'est ce qu'on est en train de déployer avec des indicateurs très très factuels.
Une dernière question peut-être avant qu'on laisse la parole au public. Est-ce que vous mettez en place des actions communes justement pour servir cette popularité? Alors, je vais passer le micro, mais Ouais. ça arrive, le mois sans tabac. Donc c'est une action commune avec chaque association qui va jouer un rôle. Ouais. Donc la participation financière symbolique, mais moi j'adore le symbole. C'est génial qu'ils aient donné un petit peu d'argent à Sovap. Donc on s'est regroupé plusieurs associations, chacune dans son rôle. Nous pour la FIVAP, on va envoyer à chaque shop 2 affiches. Puisqu'on est partenaire officiel du mois sans tabac, Ouais. 2 affiches officielles mois sans tabac repiquées FIVAP qui vont être envoyées à tous les shops de France, adhérents ou pas. L'idée c'est de s'inscrire tous ensemble dans des actions comme ça qui doivent faire évoluer l'opinion publique et donc la popularité de la vape. Ouais. D'autres réactions? Nathalie? Je voudrais compléter quand même sur ce que tu viens de dire. Il faut savoir qu'au niveau de Santé publique France, qui est l'organisme qui gère le mois sans tabac, il a très clairement invité la FIVAP à s'emparer du logo. Donc eux ne feront pas de communication parce qu'ils ont des impératifs de ne pas privilégier une méthode par rapport à une autre, donc ils parleront d'aucune méthode. Par contre, ils ont invité les professionnels vraiment à utiliser à plein cette carte. Et c'est extrêmement intéressant parce que vous aurez sur vos boutiques les logos, non seulement des associations, mais aussi celui de Santé publique France, qui va donc contribuer, en tout cas sur le terrain, à donner une réelle légitimité à la vape. Ça, c'est très très important et espérons que ça va contribuer encore à sa popularité auprès du public. Merci. D'autres remarques? Oui. Je rajouterais juste qu'on a aussi travaillé en partenariat avec l'EDUS sur notamment la mise en place du protocole Hôpital sans tabac, où on a été convié en fait avec l'EDUS à traiter le chapitre VAP pour l'acceptation de la vaporisation dans les hôpitaux et de prévoir de vraiment dissocier le tabac du vaporisateur personnel qui, notamment post-opératoire ou préopératoire, s'avère largement plus bénéfique pour la santé d'un patient que le tabagisme. Après, on a aussi un petit peu tâtonné et chatouillé le milieu mutualiste l'année dernière, notamment pendant le mois sans tabac, où avec l'EDUS, on a fait une conférence à la MGEM, il me semble. MGEM, ouais. Et ça contribue à faire avancer les choses. Pas à pas, on y arrive. Avant de passer aux questions, je terminerai là-dessus. Ce qui est intéressant en fait dans tout ce que vous dites là, tous, c'est que associations et syndicats, vous êtes tous aujourd'hui en communication intelligente en fait de manière à pousser la vape vers le haut. Et je me rappelle des dernières conférences qu'on avait, c'était la vape avec un grand V. Et j'aurais envie de dire que là, on y est un petit peu quand même. Donc c'est bien. Voilà. Merci. La vape avec un grand V, pousser la vape vers le haut. Est-ce que vous avez des questions dans le public? Des remarques? Oui, monsieur. Oui, bonjour. Guillaume Biro, Buraliste Acadiac. Vous parlez les buralistes sont partenaires du mois sans tabac aussi. Vous avez parlé des points de la vape, environ 3000 points, mais vous n'avez pas parlé de la vape chez les buralistes, qui aujourd'hui représente, je pense, plus de 10 000 ou 15 000 points, non? Quel est en fait l'objectif de la question? Est-ce que la question c'est de parler de la vape chez les buralistes parce que vous êtes buraliste, ou est-ce que c'est de parler de popularité? J'aimerais comprendre le sens de votre question en fait. Popularité, parce que moi aujourd'hui, je lutte contre le tabac parce que je ne suis pas fumeur. Oui, mais Donc, vous êtes buraliste? Je suis buraliste, Oui, mais donc je suis pas fumeur. vous luttez contre le tabac, mais vous vendez du tabac, c'est ça? Ouais, mais je D'accord. lutte aussi pour... donc j'aide mes clients à arrêter le tabac. Et dans quelques années, je pense qu'on aura la vape, quoi, le mois sans la vape, quoi, c'est-à-dire ce que disait monsieur. Ou à un moment, il faudra qu'on arrête aussi la vape, quoi, je pense. Après, je pense que un médecin n'a pas besoin d'être malade pour vous soigner. Donc un buraliste n'a pas besoin de fumer pour vendre. Et je pense que chacun a besoin de bosser aussi et que pour l'instant, il y a une activité de buraliste. D'autres choses sont néfastes aussi pour la santé. Et pourtant, elles existent bien, quoi.
On pourrait parler des produits comme le glyphosate ou des choses comme ça, et ça fait de l'argent pour certaines personnes, quoi. Alors je vais prendre la parole sur ce sujet. Le syndicat est très clair sur ce point-là, c'est-à-dire que ma vision, et je pense que beaucoup la rejoignent, pour moi, un buraliste qui commercialise les produits du vapotage, c'est un peu comme si j'ouvrais une épicerie végane et que j'avais un coin boucherie. Ou que j'allais chercher ma vitelle chez le caviste étant en sevrage d'alcoolisme. Donc voilà, il faut que les choses, je pense, soient séparées. Il y a d'un côté... Alors, moi j'aurais une question également peut-être à vous poser. Pourquoi, à ce moment-là, ne pas vous transformer en boutique de vape spécialisée ? Pourquoi avoir cette envie, parce qu'on l'entend beaucoup, hein, la vape des buralistes, pourquoi avoir cette envie de diminuer la part de vente de tabac pour augmenter celle du vapotage? Pourquoi ne pas tout simplement faire les choses jusqu'au bout et ne plus du tout proposer de tabac et se transformer tout simplement en boutique spécialisée en enlevant sa carotte? Juste, je suis passé à VapSelf, le distributeur de la machine. Les spécialistes, vous parliez de formation, on tend à se former nous aussi en tant que buralistes sur la vape. Mais VapSelf, c'est leur reconversion des distributeurs de DVD. Aujourd'hui, il y a beaucoup de boutiques de vape qui ont fait leur conversion depuis les boutiques de DVD qui sont venues dans la vape. Donc, c'est aussi une reconversion pour des buralistes. C'est aussi une formation parce qu'on tend à se former. Après, on est sur les mêmes groupes, vous connaissez les groupes, des choses comme ça. Et je pense qu'on doit tous aller dans le même sens et pas se battre les uns contre les autres parce que la santé est essentielle de la personne. Je vais quand même juste terminer là-dessus. En fait, on est adulte dans un échange. Là, on ne parle pas de guerre, en fait. On parle juste d'un positionnement moral, idéologique. Voilà, c'est tout. Hein. C'est juste pour recentrer un peu les choses. Voilà, la santé. Moi, je voudrais qu'en Nathalie. tant que consommateur, Merci. on ait un mot là-dessus. La question de la vape chez les buralistes, c'est une question qui hérisse les commerçants spécialisés et c'est complètement normal. Par contre, si on se place d'un autre point de vue, de l'utilisateur, en ayant une vision un peu plus haute, fumeur, oui. Ouais. Est-ce que c'est bien de trouver de la vape chez les buralistes? Est-ce que ce serait bien que les buralistes s'emparent du marché de la vape? Donc la réponse, elle est clairement non. Ce qui fait ce qui donne aussi sa crédibilité aujourd'hui à ce secteur, c'est la forte compétitivité entre les approches des commerçants, entre les fabricants, et tout ça donne et le web, et tout ça donne une véritable légitimité et une gage de qualité pour le consommateur. Après, la vape, en tant que... c'est pas vraiment un produit de commodité. Aujourd'hui, dans un fonctionnement de bureau de tabac, ce serait de la vente de commodité. Ça ne peut pas être un accompagnement, sauf ceux qui s'organiseraient vraiment de cette manière-là. Ouais. Il est rare qu'ils puissent prendre, enfin en tout cas les 3/4 d'heure auxquels moi j'ai eu droit quand j'ai commencé, ne marche pas avec ce commerce-là. Donc de fait, si on veut avoir faire des gens qui vont vraiment aider, etc., le fait est qu'il faut être spécialisé. Et aujourd'hui, ce sont les boutiques qui sont spécialisées et qui peuvent donner ce temps important aux fumeurs. Après, trouver de la vape en bureau de tabac, moi je serais un peu moins catégorique. Ils sont ouverts de matin 8h jusqu'au soir minuit. C'est aussi une possibilité pour les gens de trouver un liquide, etc., s'ils sont à court. Donc je crois qu'on ne peut pas être aussi catégorique et que ça peut être un marché. Mais alors, deux commodités, et c'est pas le même, dans les bureaux de tabac. Et par contre, sur le partenariat avec le Mois sans tabac, c'est non, les buralistes ne sont pas partenaires du Mois sans tabac. Et ils seront autonomes et certainement voudront développer des actions dans ce sens. Mais soyons clairs, ils ne sont pas partenaires comme sont les boutiques, notamment affiliées à la FIVAP et peut-être aussi chez SI2V, du Mois sans tabac. Ça, c'est très très clair. Claude ? Alors c'est effectivement un sujet consommateur, en fait c'est tout bête, mais la popularité, l'accessibilité, c'est un sujet critique. On a parlé des buralistes, alors c'est un sujet compliqué parce que certains buralistes vendent accessoirement de la vape.
pas de souci. Certains buralistes créent des boutiques de vape dans leur établissement, en fait, et dédient du personnel. Il y en a qui vont un peu vers ce coin-là, dans le sens transition, travail. On n'a pas du tout parlé, mais ça fait lien, des commerces, d'autres choses. Ouais. J'ai été... Donc des commerces d'autres choses qui vendent de la vape aussi. Qui vendent de la vape aussi. Et alors j'ai été il y a quelque temps en Martinique, où le marché est un peu différent en fait en général. Et par exemple, il y a un commerce un peu comme ce qui serait la Fnac ici, qui a un grand rayon vape, très bien achalandé. C'est super génial. Ça montre la vape à des non-vapoteurs. Ça rend le truc existant, visible, normal. Parce qu'il y a aussi ça, hein, le s'enfermer. Ouais. Donc c'est voir des produits même si on ne les achète pas. Et puis c'est pouvoir dépanner dans l'achat d'un produit ou d'un produit qui ne serait pas disponible. Là-bas c'est un peu le cas, les commerces sont un peu moins répartis. Et puis il y a le web qui est un instrument hyper important. C'est l'accessibilité à des gens qui sont un peu plus loin de boutique. Ou qui ont un buraliste qui en vend à côté de chez eux, une boutique, mais ça ne leur convient pas, il n'y a pas le produit qu'ils cherchent, ils peuvent aller sur le web le chercher. C'est hyper important pour l'accessibilité. Et le mot-clé, c'est plus ce sera accessible pour tout le monde, plus tout le monde ira dans les autres commerces. Le vapoteur qui découvre et qui après va dans une boutique spécialisée pour comprendre comment ça marche, pour avoir un matériel plus haut de gamme, un autre goût. Et c'est critique de cette fluidité. La vraie question pour terminer sur ce sujet-là, c'est est-ce que poison et antidote peuvent coexister au même endroit, et est-ce qu'ils vont être une porte d'entrée dans le fait de continuer à fumer alors qu'on a accès qui permet à un produit qui permet d'arrêter de fumer? Et cette réponse, on ne l'a toujours pas tant qu'elle ne sera pas mesurée. Voilà, donc on revient toujours sur la question des indicateurs, et c'est le cœur du sujet aujourd'hui. Donc je note quand même que popularité, j'entends accessibilité quand même, ça va avec. Conseil, formation aussi, ça va avec. Autre chose, si on devait résumer ce mot popularité dans des mots-clés? Non? D'autres questions? Oui, madame. Oui, bonjour tout le monde. Je suis infirmière en addictologie dans un hôpital d'Île-de-France. Et vous avez parlé, madame, d'un bulletin de la SOVAP. Qu'est-ce qu'il y a sur ce bulletin et comment peut-on se le procurer? Alors, on peut s'abonner sur le site internet sovap.fr. On fait intervenir des experts sur des thématiques, qu'on définit. Il n'a pas de parution régulière, ça dépend des sujets, ça dépend de la disponibilité. Il faut savoir qu'on est des bénévoles aussi, qu'on n'a pas vraiment de moyens financiers, donc on s'appuie sur des expériences de blogueurs, etc. Donc on ne l'édite pas aussi souvent qu'on souhaiterait le faire, mais néanmoins quand on le fait, le dernier, on a eu une contribution de Karl Fagerström, donc c'est intéressant parce qu'il avait des explications sur les nicotines. Karl Fagerström, c'est le monsieur qui a inventé le test qui porte son nom et qui est l'outil de base pour les tabacologues. Dans le nouveau test, on a eu Jacques qui nous a fait un très bon article sur le rôle des boutiques dans l'arrêt du tabac avec la vape, quoi. Et tout le conseil qui est donné, les résultats, notamment à travers des études qui ont été menées en Angleterre. Voilà, donc c'est varié, vous pouvez vous inscrire. Mais il ne faut pas vous attendre à avoir une newsletter régulière, etc. On essaye d'avoir des avis de gens de haut niveau et pointus sur les questions sur lesquelles on les interroge. Voilà. D'autres questions? Oui. Bonjour, Aldric. Je travaille pour la société Vapostor. En fait, je me demandais de nouveau par rapport au mois sans tabac, si vous aviez l'impression qu'aujourd'hui, l'État ou le gouvernement vous écoute réellement et comprend le message que vous essayez de faire passer. Et est-ce qu'on arrive par exemple vers une politique comme en Angleterre réellement, ou est-ce que ça avance encore doucement, ou comme on peut voir par exemple sur un spot publicitaire qui est sorti la semaine dernière,
il faut 3 minutes pour ne plus avoir envie de cigarette. Et on a l'impression que ce discours-là est au final complètement contraire au discours qu'on a sur le marché de la cigarette électronique, où dans la réalité, au final, c'est réellement compliqué d'arrêter le tabac. Et du coup, est-ce que vous avez l'impression justement que votre discours passe et est compris, et est-ce qu'il y a des actions réellement du gouvernement qui sont mises en place dans ce sens-là? Alors, je pense qu'à travers tout ce qui a été dit tout à l'heure, en fait, on peut largement identifier que le gouvernement essaye d'insuffler, ou en tout cas d'aider aujourd'hui les demandes des associations avec un message clair qui est compris, hein, ça doit faire arrêter de fumer. Voilà, maintenant, c'est plus une question à se poser, la vape fait arrêter de fumer. L'autre point derrière ça, on a une autre problématique, c'est qu'en fait, si on regarde les positionnements en fait, des différentes entités au gouvernement, on a par exemple la Haute Autorité de Santé qui dit que c'est un produit qui peut aider à arrêter de fumer, mais toutefois qui dit qu'il ne faut pas faire de publicité dessus, avec des sujets aberrants et des réponses aberrantes là-dessus, et avec un positionnement de santé publique qui lui va être différent, qui va dire plutôt que c'est un produit qui permet d'arrêter de fumer. Donc en fait, je pense que la vraie chose, au fond, si je peux me permettre d'apporter un élément de réponse, à partir du moment en fait, où chaque entité, en fait, à partir du moment où ils se rencontreront et qu'ils auront un discours cohérent et qu'il sera exactement le même, là, on aura fait un grand pas. Et en gros, ce que font aujourd'hui le syndicat et les associations, c'est essayer de serpenter à travers ces aberrations du système. Je rajouterais simplement pour éclaircir un petit peu la question, l'acceptation arrive pas à pas, sachant que nous, la Vape du Cœur, on avait déjà commencé ce travail bien avant le mois sans tabac. Et c'est justement ce travail de fond qui a contribué aussi à convaincre les médecins qui étaient un peu réticents au début, comme par exemple le professeur Dandenberg ou Anne Borgne, et qui au jour d'aujourd'hui sont complètement convaincus de l'efficacité de cet outil. Et notamment pendant le mois sans tabac, on s'est rendu compte que il n'y a pas de meilleur outil que l'autre. Ce qu'il faut, c'est trouver le bon outil pour la personne à l'instant T. Maintenant, on peut juguler différents outils, patch, vape, pastilles, enfin tout ce qui peut exister en moyens de substitution. Justement, plus on conjugue ces moyens, plus on a de chances d'aboutir. Après, l'avantage du vaporisateur, c'est que c'est le seul outil qui va vous amener la gestuelle, parce que le fumeur aime fumer, et c'est aussi le seul outil qui vous amène le plaisir. Après, c'est pas le meilleur outil du monde, mais c'est le seul outil qui permet ça. Après, il a ses failles, comme le patch a ses failles, mais en cumulant ces outils, on arrive à des résultats. Et le médecin, c'est ce qui l'intéresse, c'est arriver à sortir son patient du tabac pour X ou X raisons, parce que de toute façon, on connaît l'issue pour le fumeur. Donc, ça prend du temps. Maintenant, ce qui fait notre force en France, c'est justement que le corps médical se rend de plus en plus compte que cet outil est efficace et que ça leur permet, eux, de remplir leur mission. Après le mois sans tabac, nous, au niveau de la Vape du Cœur, chaque année, on a de plus en plus de demandes, et à tel point qu'on n'est même pas capable d'arriver, on n'est pas assez nombreux pour arriver à fournir le nombre de demandes. Et chaque année, on est obligé de refuser des interventions ou de faire déborder le mois sans tabac sur le mois de décembre pour arriver à aller là où il faut aller, quoi. Pour compléter la réponse, quand le fameuse étude Santé publique France est sortie, à l'époque pour la journée sans tabac, c'était assez caricatural. Il a été très difficile de faire admettre à Agnès Buzyn le rôle de la vape dans les chiffres de diminution du nombre de fumeurs. On avait François Bourdillon, le professeur François Bourdillon, qui lui, au contraire, disait que c'était le premier moyen d'arrêt du tabac. On voit bien que, selon les entités, l'approche, la perception est différente. Et on voit aussi, par exemple, récemment, on a l'INCa, l'Institut national du cancer, qui vient de sortir un clip qui est d'une clarté limpide. Et donc, il y a dans l'aspect perception, le positionnement par rapport à la question de base, qui est la question de la réduction des risques. Parce qu'il y a la question du principe de précaution qui est en fait tourné à l'envers vis-à-vis de la vape. Et après, il y a admettre la notion de réduction des risques. Et ça, il y a beaucoup d'éducation à faire sur cette question. Je voulais juste, parce que je comprends la question. Alors d'abord, bravo si vous travaillez dans un commerce qui vend de la vape, parce que c'est quand même les commerces qui font qu'il y a des vapoteurs et qu'il y a des gens
qui arrêtent de fumer. Il y a parfois une petite incompréhension. Alors, la première, c'est qu'on est plein. Moi-même, hein, je l'ai eu, je les défends encore. C'est comprendre que ces organismes, ces agences, ces institutions ne sont pas les mêmes. Elles ont des missions et des rôles. Donc, par exemple, le gouvernement, ce ne sont pas les administrations, ce ne sont pas les médecins. Et chacun a des rôles. Par exemple, la HAS qui dit vous ne pouvez pas dire que ça permet d'arrêter de fumer, elle a raison. Enfin, on ne peut pas à la fois dire qu'on est un soin de ce qui est considéré comme une maladie et faire de la publicité ou faire du commerce dessus comme ça. Donc il faut bien comprendre d'où viennent les gens parce que c'est pas si simple. L'autre chose, quelque chose que je pense beaucoup de vapoteurs ou de gens qui militent un petit peu comprennent pas bien, c'est oui, les moyens, les messages, l'énergie pour aider les gens à avoir une bonne information sur... Là, on parle clairement de l'arrêt du tabac, hein, au-delà de l'utilisation de la vape en général. Il n'y a pas beaucoup de moyens. Il n'y a pas les médecins qui font des choses, qui se bagarrent, beaucoup le font sur leur énergie, sur leur volonté. Nous, on va aider aussi dans le mois sans tabac pour aider des professionnels de santé à arrêter de fumer. Donc, c'est pas un truc où l'État a 1 milliard sur la table pour aider à arrêter de fumer avec une politique super structurée. Il y a des gens qui se battent depuis 30 ans. Je parlais des gens qui... Ça fait 30 ans qu'ils se bagarrent, qu'ils ont des fois des idées un peu étranges, machin, mais ça fait 30 ans qu'ils se bagarrent avec peu de moyens, avec des choses qui viennent et qui s'en vont. C'est compliqué. Donc il faut aussi voir qu'on est, à travers la société civile, la société civile, c'est aussi les commerces, hein, on est ceux qui ont une continuité. Et par exemple, aujourd'hui, les magasins au sens large qui vendent de la vape ont plus d'argent et d'énergie et de moyens que la plupart des agences de santé. Et c'est ça la richesse. Non, c'était pas tellement une question, mais c'était plutôt un témoignage pour répondre un peu à la question de l'interlocuteur précédent. Moi, je suis médecin addictologue, donc je réponds aux appels à projets, notamment du mois sans tabac. Et dans le dossier de demande de financement, hein, il faut savoir que c'est la CPM qui finance le mois sans tabac. Il est écrit noir sur blanc que les cigarettes électroniques ne sont pas financées. Donc moi, j'en ai demandé, évidemment, je n'en ai pas eu. Voilà, donc il y a quand même aussi quelque chose à faire pour qu'à la fois l'HAS, la Santé publique France et la CPM soient dans des politiques cohérentes. En attendant, si vous avez des besoins, je peux vous recommander aussi, parce qu'on n'en a pas parlé, mais ils font partie de la réduction des risques, l'association Je ne fume plus, qui, elle, en fait, arrive à récupérer aussi du matériel, aider en plus avec la vape du cœur, et ça peut peut-être vous permettre d'avoir accès à des outils qui pourront vous aider dans votre travail. Merci. Est-ce qu'on a peut-être une dernière question? Alors moi j'ai une dernière question, plutôt un dernier tour de table, puisque le sujet c'est popularité de la vape aujourd'hui en France, comment la rendre plus populaire aussi. Ici il y a évidemment beaucoup de professionnels aujourd'hui. Quel conseil, si chacun vous deviez donner un conseil pour rendre la vape plus populaire, vous diriez quoi? Claude? Alors, plus populaire, il y a l'éternel en parler, diffuser les brochures, adhérer aux associations et les encourager. Non, mais mine de rien, c'est important. Alors, un conseil. Un seul, c'est participer aux activités associatives qui vous correspondent. Ok, donc adhérez, engagez-vous et puis surtout réunissez-vous, quoi. En fait, c'est ça. Nathalie? Alors moi, bien sûr, ce que dit Claude. Et après, je crois que ce qui va continuer à contribuer à la popularité, c'est votre professionnalisme, c'est d'accompagner les gens, c'est d'avoir des bons produits et tout ce conseil que vous donnez. Donc faites-vous former, discutez, prenez contact avec les addictologues qui sont ouverts à la réduction des risques. Et moi, je crois que la réalité, depuis le début, vient du terrain. Eh bien, il faut continuer dans cette voie-là. Merci beaucoup. J'ajouterais simplement le côté utilisateur, c'est-à-dire que
comme l'a toujours dit l'EDUS, c'est avoir une vape libre et responsable. C'est-à-dire que savoir s'adapter au lieu où on est et aux personnes avec qui on peut être. Donc il ne s'agit pas d'aller vaper comme un gros badabeu à faire des colonnes de vapeur de 10 mètres de long quand on est dans une terrasse ou dans un restaurant. Au jour d'aujourd'hui, il existe des matériels qui permettent de se satisfaire avec très peu de vapeur et de respecter un petit peu la liberté de chacun. Et après, on n'a pas besoin de loi pour ça, c'est une question de bon sens et de savoir-vivre. Donc je pense qu'au niveau des vapoteurs, c'est simplement de faire un effort et de ne pas de brandir son étendard de vapoteur et savoir s'adapter aux gens avec qui on est. Et ça contribue fortement à l'acceptation de la vape. Si on arrive comme des gros badabeux, on va forcément braquer les gens. C'est vrai, on n'a pas parlé de ça. Merci beaucoup. Alors moi, ça serait garder notre éthique, garder l'éthique de la vape indépendante, coûte que coûte, malgré toutes les attaques qu'il peut y avoir récemment, et oser employer les vrais mots, oser parler de sevrage tabagique. On se l'est interdit à un moment donné en disant c'est l'industrie pharma qui va récupérer le truc, machin. Donc on a eu une sémantique, réduction des risques et ainsi de suite. Le risque, c'est de fumer. On ne réduit pas le risque en vapotant, on le supprime. Donc maintenant, il va vraiment falloir employer les vrais mots, être fier de ce qu'on fait, garder notre éthique et être droit dans nos bottes et soudé dans cette industrie de la vape indépendante. Effectivement, la pharma n'a pas à avoir le monopole du vocabulaire. Il faut arriver à exprimer les choses simplement et il faut donner vraiment envie aux fumeurs de rentrer dans les boutiques. Moi, je parle vraiment au nom des shops parce que je suis un petit commerçant. J'ai une boutique, je vois ça au quotidien, derrière le comptoir. Et c'est vrai que quand on rentre dans une boutique, qu'on voit des énormes nuages, du matériel très perfectionné dans tous les sens, ça peut faire peur aussi aux fumeurs en se disant est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais arriver à m'adapter, oulala, je rentre dans quel univers je rentre, parce que la vape c'est vraiment un vrai univers et on rentre dans cet univers aussi quand on ouvre la porte d'une boutique spécialisée. Il faut vraiment s'axer, je pense, sur l'accompagnement des fumeurs, avoir un suivi, un discours cohérent pour lui permettre tout simplement de quitter le tabagisme. Et il faut s'engager, bien sûr, on est tous acteurs. Il faut avoir cette volonté de s'engager auprès des associations, auprès du syndicat. Et nous, on est là, dans tous les cas, pour tendre la main à toutes ces boutiques qui, parfois, ont du mal à répondre à certaines problématiques. Merci. Michael, un dernier mot. Alors, je dirais que ce soit avec la vape ou avec les patchs, la nicotine, c'est votre ami. Continuez à aider les gens à arrêter de fumer. Et je finirai sur le fait que le cancer, lui, il prend jamais de vacances. Voilà. Merci beaucoup. Évidemment, le débat continue de façon plus informelle. Merci à vous tous pour vos remarques, vos éclairages. Merci à vous. Je précise que à 13h, donc on se retrouve ici sur scène. On vous présentera un nouvel arrivant dans le marché de la vape. C'est Vapodistrie. Vous savez qu'on a un corner des nouveaux qui est également à l'entrée. C'est ces petits coups de pouce que Vape Expo donne aux nouveaux arrivants. À 14h, une autre conférence ici, c'est les questions sur la santé et la vape. Ça, c'est à 14h. Ça sera avec Jacques. Et puis, 15h30, on fera un point également sur le marché de la vape aujourd'hui en France. Ça sera encore une autre conférence ici. En attendant, vous avez 200 exposants qui sont là pour vous. Profitez-en. À tout à l'heure.